combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. J'ai encore pété les plombs. Pour une connerie en plus, comme d'hab. J'ai gueulé trop fort, j'étais hors de moi. Mais bon, elle l'a cherché aussi. J'ai l'impression qu'elle me contredit tout le temps, comme si elle voulait me provoquer. Mais quand même, j'ai abusé. J'ai dit des choses que je pensais pas, j'ai tapé dans les murs, j'ai lancé son téléphone, je lui ai fait peur. Je l'ai blessée, je le sais. Je sais pas pourquoi je fais ça, je voudrais arrêter, mais j'y arrive pas. En plus, je me déteste dans ces moments-là. J'ai honte, et je mets des heures à redescendre. Et m'excuser, ce serait reconnaître qu'elle avait raison. Et je supporte pas cette idée, alors je m'excuse pas. Ce sont les mots de Thomas, lors de sa dernière séance. Laisse-moi te présenter Thomas. 36 ans, un homme adulte, si on en croit sa carte d'identité, avec un cœur d'enfant qui ne supporte pas la frustration. Et peut-être que tu reconnais quelque chose de toi en lui. Tu te souviens de la dernière fois où toi aussi tu as pété les plombs? Pas besoin d'aller bien loin. Hier, la semaine dernière peut-être, tu as senti la chaleur dans ta poitrine, la gorge qui se serre, la mâchoire qui se ferme. Toi aussi tu as peut-être haussé le ton, claqué une porte, ou tu as fui et tu t'es enfermé dans un silence qui disait tout. Puis est venu le vide, la fatigue, la honte, la culpabilité et cette impression de ne pas savoir faire autrement. Je sais. Aujourd'hui, on va parler de la colère, cette réaction que beaucoup appellent émotion, cette réaction que la psychologie clinique classique a longtemps justifiée, normalisée, presque encouragée. On t'a dit que ta colère disait quelque chose de toi, qu'il fallait l'écouter, la laisser sortir, la respecter. Eh bien, je ne suis pas d'accord et je vais t'expliquer pourquoi. On va regarder ensemble comment la colère se construit, pourquoi elle surgit, pourquoi elle peut devenir une manière d'exister et comment, à force de s'y abandonner, on finit par se faire du mal à soi et aux autres. On va parler d'Alfred Adler, qui explique que nous fabriquons notre propre colère. On va comprendre pourquoi tant d'adultes aujourd'hui réagissent encore comme des enfants quand le monde ne va pas dans leur sens. On va voir comment transformer la réaction en réponse, comment redevenir adulte émotionnellement, comment se tenir dans la frustration ou la déception sans s'effondrer ni exploser. Et à la fin de l'épisode, je te proposerai un exercice concret pour que tu puisses commencer dès aujourd'hui à transformer tout ça. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce qu'il est possible que cet épisode change quelque chose d'important. Peut-être que tu vas décider enfin de ne plus te rouler par terre et de devenir quelqu'un qui se tient debout dans la vie, dans le lien et dans son propre cœur. Ce jour-là, donc, Thomas arrive en séance. Il ne crie pas, il ne se défend pas, il ne cherche pas non plus d'excuses. Il s'assoit, il souffle et me dit simplement « Je crois que je suis en train de la perdre ». Au début de leur relation, elle lui répondait. Elle débattait, se défendait, elle tenait sa place. Les disputes prenaient de l'ampleur, beaucoup trop d'ampleur, dans les mots, dans les gestes aussi.
Puis petit à petit, elle s'est tue. Elle a arrêté d'argumenter, elle a cessé de justifier, elle s'est retirée, non par sagesse, mais par usure. Ce n'est pas de l'apaisement, c'est le corps qui se protège, c'est un système nerveux qui dit « je n'en peux plus ». Alors aujourd'hui, elle est sur le point de partir, pas par vengeance, ni pour punir, et encore moins pour faire un électrochoc. Ce n'est pas du chantage, c'est de la survie, parce que vivre dans la peur, ce n'est pas vivre. Et Thomas le sait. Il ne le dit pas avec des mots compliqués, il le dit avec son souffle, avec la tension que je vois dans sa mâchoire et la fatigue dans ses yeux. Et ce silence qui dit « je suis allé trop loin et je ne peux plus faire semblant ». Et comme la colère ne connaît pas les frontières, ce qu'il vit dans son couple se répercute ailleurs. Au travail, quand son chef donne une remarque ou une consigne, Thomas serre les dents, il se sent attaqué, il croit qu'on veut le contrôler. Il se ferme ou il répond trop vite, trop fort, trop dur, puis il rumine pendant des heures. Avec ses enfants, c'est encore plus douloureux parce que les enfants, tu le sais bien, eux, ne négocient pas. Ils ne s'adaptent pas à la fragilité des adultes. Ils appuient là où ça brûle. Et quand Thomas crie, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il est dépassé. Et après, il reste là, seul, face à sa honte, à sa peur de faire du mal, à sa peur de recommencer, à son sentiment de ne pas savoir faire autrement. Pourtant, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un bourreau, ce n'est même pas un homme dangereux. C'est quelqu'un qui n'a jamais appris à se tenir dans la frustration sans exploser. Quelqu'un qui n'a jamais appris à dire « j'ai peur, j'ai besoin, j'ai mal ». Quelqu'un qui croit que la colère est de la vérité alors qu'elle n'est qu'un refuge qui détruit. Et c'est ici que le travail commence. Pas dans le jugement, pas dans la culpabilité, mais dans la responsabilité, dans cette phrase « je ne sais pas faire et je suis prêt à apprendre ». Maintenant, on peut se demander comment on en arrive là, comment tant d'adultes se retrouvent à exploser au lieu de parler, comment la colère a fini par passer pour une force, pour un trait de caractère, pour une preuve d'authenticité et de franchise. La vérité, c'est que ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une manière d'enseigner la psychologie, d'une culture du « dis ce que tu ressens », comme si ressentir était déjà se connaître, d'une façon de confondre expression et maturité. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ça ensemble, toi et moi, parce que tant que la colère est considérée comme quelque chose qu'il faut laisser sortir, eh bien, il n'y a pas de transformation possible. Alors, on répète, on rejoue, on se raconte, mais on ne se construit pas. Pendant plusieurs décennies, l'idée dominante a été « exprimer, c'est se libérer ». On la retrouve par exemple dans certaines approches issues de la psychanalyse. On disait qu'il ne fallait surtout pas garder à l'intérieur, qu'une émotion retenue finirait par se retourner contre soi, qu'il fallait vider, évacuer, exprimer pour ne pas s'abîmer. Dans les années 70, avec la naissance de la gestalthérapie, naît l'idée que la colère devait être vécue dans le corps. On t'invitait à frapper dans un coussin, à pousser des cris pour extérioriser, entre guillemets, l'énergie. Sauf que là, tu ne libères rien. Tu entraînes ton système nerveux à réagir encore plus vite la prochaine fois. Tu ne vidanges pas la colère, tu renforces son ancrage, car le corps apprend par répétition. Alors si tu répètes l'explosion, tu renforces l'explosion. Et toutes ces belles choses ont ensuite été reprises dans d'innombrables stages de développement personnel. Alice Miller, très lue et très aimée en France, a popularisé l'idée que la colère était la voix authentique de l'enfant blessé, que l'exprimer était une manière de se libérer du passé. Et aujourd'hui encore, dans beaucoup d'ateliers de libération émotionnelle, de guérison du féminin, de travail sur le masculin blessé, on entend « laisse sortir, vide-toi, exprime, tu te sentiras mieux après ». Même dans certaines consultations de psychologie clinique, on entend encore « Votre colère a quelque chose à vous dire. Il faut l'écouter. Donnez-lui de la place. » Ces approches partent d'une intention sincère. Elles ont voulu réparer le traumatisme des générations qui n'avaient pas le droit de sentir. Mais elles ont créé une confusion majeure. Elles ont confondu sentir et se connaître. Elles ont confondu exprimer et se transformer. Et elles ont fait croire que réagir, c'était être vrai. Alors que réagir, ce n'est pas être vrai, c'est être pris dans le rôle de l'enfant blessé qui réclame.
Et tant que l'on considère la colère comme quelque chose à laisser sortir, on ne chemine pas. On rejoue, on répète les mêmes scènes, on s'entretient dans le même scénario intérieur. On se raconte qu'on se libère alors qu'on renforce l'habitude. La colère n'éduque pas. La colère n'ouvre pas. La colère ne construit rien. La colère est un réflexe de survie quand on n'a pas appris à faire autrement. Et c'est précisément là que le docteur Alfred Adler a fait une rupture radicale, une rupture qui change tout. Dans les théories d'Adler, fondateur de la psychologie individuelle, il existe une idée qui à elle seule peut transformer une vie, ta vie. Adler explique que nous fabriquons notre propre colère, que celle-ci n'est pas provoquée par ce qui nous arrive ni par les autres, mais choisie comme une réponse, souvent inconsciente, à notre impuissance. Si tu me connais, tu sais sans doute que je parle souvent d'un livre que j'aime profondément, Avoir le courage de ne pas être aimé, écrit par Kishimi et Koga. C'est un livre que je recommande à chaque personne qui entre dans mon cabinet. Il fait partie de ces lectures que je considère comme des tâches thérapeutiques, parce qu'il ne se lit pas seulement avec la tête, mais aussi avec la vie. Kishimi et Koga reprennent les enseignements d'Adler, et l'un des passages les plus percutants parle justement de la colère. Je te raconte cet extrait. Un homme est tranquillement en train de prendre un café en terrasse. Le serveur, un peu maladroit, renverse du café sur lui. Et l'homme explose. Il crie, il insulte, il exige des excuses. Il dit que c'est inadmissible et qu'il mérite le respect. Et Adler dit alors, cet homme avait déjà décidé d'être en colère. Le café n'est qu'un prétexte. Il voulait se mettre en colère, tu vois, parce qu'il voulait reprendre du pouvoir dans une situation où il s'est senti rabaissé, impuissant ou humilié. Et c'est ça la clé. La colère n'est pas une réaction, c'est une stratégie psychique. Une manière de se redresser quand on se sent fragile, une tentative d'affirmer son existence sans passer par la vulnérabilité. Et c'est exactement ce qui se passe pour Thomas. Il ne s'énerve pas parce que sa compagne le contredit, il s'énerve parce qu'il ne supporte pas ce que cette contradiction réveille en lui. La peur de ne pas être respecté, la honte de ne pas être à la hauteur, la vieille blessure d'un enfant qu'on n'écoutait pas. Et la colère vient colmater cette faille. Elle dit « je contrôle, je décide, je domine ». Mais à l'intérieur, c'est toujours la même terreur, celle d'être impuissant, rejeté ou se sentir petit. Et si tu regardes bien, on fait tous ça d'une manière ou d'une autre. Quand tu t'énerves dans les embouteillages, ce n'est pas la voiture devant toi qui t'énerve, c'est ton impuissance à faire autrement, c'est ton besoin de contrôle qui souffre. Quand tu cries sur ton enfant parce qu'il traîne ou qu'il te désobéit, ce n'est pas son comportement qui te rend dingue, c'est ton sentiment d'être dépassé, de ne plus savoir comment tenir la situation. Et la colère devient ton dernier moyen d'exister comme parent. Quand tu t'agaces sur ton conjoint ou ta compagne parce que il ou elle ne fait pas comme tu veux, ce n'est pas un désaccord sur le ménage ou la parole, c'est la peur de ne pas être entendu, de ne pas compter. Et c'est exactement ça qu'Adler a mis au grand jour. La colère n'est pas une émotion à accueillir, c'est un mécanisme d'évitement de la vulnérabilité. Elle protège, certes, mais elle empêche la rencontre. Car derrière la colère, il y a une peur. Peur de l'impuissance, peur d'être remis en question, peur de ne pas être aimé. Et c'est ici qu'intervient la phrase pivot, celle qu'on répète souvent en séance, celle qui change la posture de vie. Tout ce qui a été appris peut être désappris. Partant de là, si la colère a été apprise comme stratégie de survie, elle peut être remplacée par autre chose, la conscience, la parole, la responsabilité émotionnelle. La colère n'est pas une fatalité, elle est une habitude, et une habitude, ça se transforme. Mais pour la transformer, il faut d'abord savoir reconnaître la différence entre une réaction et une réponse, entre une personne qui se laisse guider par ses émotions et une personne qui sait les traverser sans s'y perdre, entre un adulte émotionnellement réactif et un adulte émotionnellement autonome. Et pour comprendre ce que ça change, regardons une situation simple qui peut arriver à tout le monde et que j'utilise souvent en séance. Imagine que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Je pars en avance pour être bien à l'heure et sur la route, bim, la voiture tombe en panne. Là, j'ai deux chemins possibles.
Premier scénario, je sors de la voiture, je hurle, je tape du pied contre la portière, je peste contre la vie, contre le sort, contre la mécanique, contre mon compagnon peut-être que j'appelle en furie pour lui reprocher de ne pas avoir emmené la voiture au garage. Je me laisse happer par la frustration, je cherche un coupable, je me fais du mal, je fais du mal aux autres et je me noie dans l'émotion brute. C'est la réaction typique de l'enfant intérieur qui réclame que le monde soit comme il veut. C'est l'immaturité émotionnelle, l'incapacité à tolérer ce qui échappe à mon contrôle. Maintenant, le deuxième scénario, je respire, je sors de la voiture, je me mets en sécurité, j'appelle l'assurance pour faire remorquer la voiture au garage, je préviens mon dentiste que je ne pourrai pas venir aujourd'hui et j'écris à mon compagnon pour le tenir informé. Un petit SMS, la voiture est en panne, elle est au garage, je me suis fait ramener à la maison, la situation est gérée. Sans effondrement, sans drame, sans justification. C'est ça l'autonomie émotionnelle, accepter ce qui est sans chercher à le contrôler, faire ce qui peut être fait et laisser partir le reste. Dans les deux cas, la situation est la même, mais le monde intérieur n'est plus le même. Dans le premier, je me débats avec ce que je ressens, dans le second, je me positionne face à ce que je ressens. Et c'est là toute la différence entre la colère et la maturité. La colère, c'est vouloir que la réalité change pour me soulager. La maturité, c'est changer ma manière d'y répondre pour rester libre. Alors, cette scène de la voiture en panne, elle paraît banale, mais elle dit tout. Parce qu'en réalité, c'est la même chose dans un couple, dans la parentalité ou au travail. Chaque fois qu'on croit que la vie devrait se passer autrement, on risque de retomber dans la colère. Chaque fois qu'on accepte de faire avec ce qui est, on grandit un peu plus. C'est ce que j'appelle l'apprentissage de l'adulte émotionnel. Celui qui ne confond plus intensité et vérité, colère et puissance, réaction et responsabilité. Mais savoir tout ça, évidemment, ne suffit pas à changer. On ne devient pas adulte émotionnel parce qu'on a compris. On le devient parce qu'on s'entraîne, parce qu'on répète, parce qu'on s'éduque à nouveau à travers la conscience, la douceur et la responsabilité tout au long de la thérapie. Changer sa relation à la colère, c'est d'abord déconstruire le mythe du « je suis comme ça ». Cette phrase qu'on répète pour se protéger alors qu'elle enferme, ce n'est pas une identité, c'est un réflexe. Et un réflexe, ça se désapprend. En thérapie, ce travail commence souvent par la restructuration cognitive, apprendre à repérer les pensées qui précèdent l'explosion. Ces petits fils invisibles où tu entends « quelqu'un se moque de moi, je ne compte pas » ou « on me manque de respect » et voir comment ces pensées fabriquent la colère avant même qu'elle n'éclate. Nommer, observer, questionner, ça change déjà tout. Puis vient le travail sur l'estime de soi, parce que derrière chaque colère, il y a une image fragile de soi. Apprendre à s'aimer sans se défendre, à se sentir digne même quand tout ne va pas dans mon sens, à accueillir la vulnérabilité au lieu de la fuir. C'est là que la douceur devient une force. Les lectures adlériennes prennent alors tout leur sens. Adler disait « la responsabilité rend libre ». Et c'est vrai, plus tu cesses de blâmer, plus tu es acteur ou actrice. La colère se dissout dans la responsabilité, pas dans le contrôle, mais dans la conscience. L'hypnose ericksonienne que je pratique s'inscrit aussi dans ce travail, non pas pour replonger dans le passé, mais pour détendre le système interne, assouplir les automatismes, permettre au corps de ne plus répondre par la tension, mais par la respiration. C'est un apprentissage du calme, une rééducation de la présence à soi. Et puis, il y a tout ce qui se fait entre les séances, le journaling, les exercices issus de mon workbook « Je deviens émotionnellement autonome », la pratique quotidienne du choix de réponse plutôt que de la réaction immédiate. C'est ce qui ancre le changement dans la vie réelle. Et dans ce chemin, il y a des rechutes, des agacements, des moments où on se dit « je n'y arrive pas, j'ai encore explosé ». C'est normal, Thomas l'a vécu, et toi aussi peut-être. Parce que apprendre à se contenir sans se couper de soi, c'est comme réapprendre à marcher. On tombe, on se relève et on avance. Et puis, un jour, c'est différent. Un jour, la colère monte et pour la première fois, tu ne cries pas.
Tu respires, tu sens la vague passer sans la laisser te gouverner. Et là, quelque chose se passe. Tu ne te sens pas faible, tu te sens en pleine capacité. Stable, aligné, tu n'as rien perdu, tu t'es retrouvé. Ce n'est pas magique, c'est de l'apprentissage. C'est ce que j'appelle le courage tranquille de l'autonomie émotionnelle. Cette autonomie émotionnelle qui ne cherche plus à avoir raison, mais à rester en lien, qui n'explose plus, mais qui se tient. Et si on commençait un premier pas ensemble, maintenant, un petit pas intérieur qui change tout, je vais te proposer un exercice guidé que j'ai appelé « Respirer avant de répondre ». Il va te permettre de reconnaître la colère dès ses premiers signes et de retrouver ta liberté de choix au cœur même de la tension, car c'est à cet endroit précis, entre la montée et la réaction, que tout peut basculer. Je t'emmène. Tu peux fermer les yeux si tu veux ou les laisser ouverts. Tu peux faire cet exercice n'importe où. En position assise, debout, en marchant, ce qui compte, c'est de revenir ici, dans ton corps, là où tout commence. Commence par sentir ta respiration, l'air qui entre, l'air qui sort, ta poitrine qui se soulève doucement, puis redescend. Laisse ton ventre se détendre, tes épaules s'abaisser, ta mâchoire se relâcher. Ton visage s'adoucit. Tu n'as rien à faire, rien à prouver, juste être là. Maintenant, imagine une situation récente où la colère est montée. Quelque chose de simple. Une discussion. Une contrariété. Une remarque blessante. Vois la scène comme si tu y étais. Et maintenant, observe-toi de l'extérieur. Regarde-toi en train de réagir. La voix qui monte. Les sourcils froncés. Les gestes brusques. Tu trembles légèrement. Ton souffle est court. Ton cœur bat vite. Tu peux presque sentir ses pulsations jusque dans ta gorge. Le sang afflue au visage, la mâchoire se crispe. Tu sens cette tension dans tout ton corps. Tu veux te faire entendre, tu veux exister. Et plus tu parles fort, plus ton corps se ferme. C'est la première scène. Celle que tu connais bien. Celle où tu cherches à te défendre, à ne pas perdre.
regarde cette version de toi sans la juger. Elle n'est pas mauvaise. Elle est juste en train de souffrir. Inspire profondément et laisse la scène s'effacer doucement en soufflant dessus. Inspire profondément. Ton ventre se soulève. Ta poitrine s'ouvre. L'air circule. Tu es là. Souffle lentement et laisse apparaître la même situation, le même contexte, mais cette fois, observe-toi autrement. Tu sens la tension qui monte, mais tu restes ancré. Tu respires. Ta poitrine se soulève lentement. Tes épaules restent basses. Ton regard est droit. Ton corps ne tremble plus. Tes mots sortent naturellement, calmement. Tu n'es pas dans le reproche. Tu expliques simplement ce que tu ressens. Tu parles depuis toi, pas contre l'autre. Tu te tiens. Ton cœur bat toujours, mais il bat à ton rythme. Est-ce que tu sens la différence ? L'énergie circule. Elle ne t'envahit plus. Tu es là, en pleine vie, libre. Et maintenant, remarque autre chose. Parce que ton corps, le ton de ta voix et ton regard ont changé, l'autre aussi change. Tu peux même entendre ces paroles qui sont différentes. Un mot plus doux, un soupir au lieu d'un cri, un silence qui s'apaise, ou simplement la situation qui trouve un dénouement plus simple, plus évident, parce que tout part de toi, de ton centre, de ton choix. Ce que tu incarnes change la scène. Tu n'as pas besoin de forcer, ni de convaincre. Tu montres, par ton calme, une autre voie possible.
Reste un instant encore dans cette version de toi. Respire encore une fois. Sens ton dos contre l'appui ou le poids de ton corps sur tes pieds. Tu peux presque sentir la solidité en toi. Ce calme actif. Ce silence intérieur qui n'est pas une fuite, mais une présence pleine. Tu viens d'expérimenter les deux postures, celle qui subit et celle qui choisit. Le corps connaît maintenant la différence et c'est en la répétant encore et encore que tu deviendras cette deuxième version de toi. Celle qui respire avant de répondre. Reviens doucement à toi, à l'espace autour de toi. Reprends contact avec ton corps là maintenant. La température de l'air sur ta peau. Et si tes yeux étaient fermés, tu peux à présent les ouvrir. Inspire une dernière fois profondément et souffle lentement, sans que tu ramènes cette présence avec toi. Pas seulement dans ce moment, mais dans ta journée. Dans ta vie. Ce calme, tu peux y revenir à tout instant. Il est en toi. Toujours. Tu n'as rien à retenir, juste à t'en souvenir parce que ce que tu viens de vivre n'était pas une parenthèse, c'est une preuve. Tu peux te tenir autrement et tu peux le refaire à tout moment. Ce qu'on peut garder de cet épisode, c'est que la colère n'est pas une vérité, c'est une stratégie et que tout ce qui a été appris peut être désappris. La maturité émotionnelle, ce n'est pas ne plus rien ressentir, c'est apprendre à respirer avant de répondre, à se tenir au lieu de se défendre. Le corps est ton premier terrain d'apprentissage, il t'avertit, il t'appelle, et respirer, c'est redevenir libre. Et l'autonomie émotionnelle, ce n'est pas se couper de ce que l'on ressent, c'est rester présent au milieu de ce que l'on ressent, être celui ou celle qui se tient debout simplement. À partir d'aujourd'hui, tu sais qu'il existe un autre chemin, un chemin où la colère ne décide plus à ta place, où tu redeviens ton propre repère, et ça, c'est déjà un commencement. J'espère que cet épisode t'a apporté quelque chose, une perspective, une respiration nouvelle. Et si ce que tu as entendu t'a touché, si tu crois que cela pourrait éclairer quelqu'un d'autre, partage-le, parle-en autour de toi, parce que tu sais, parfois, on a besoin du regard d'un autre pour apprendre à se rencontrer soi-même. Tu trouveras en description de l'épisode les liens pour commander le livre Avoir le courage de ne pas être aimé et mon workbook Je deviens émotionnellement autonome, un guide pour comprendre, traverser et transformer tes émotions. Tu trouveras également en description mon site et mes réseaux. N'hésite pas à venir échanger avec moi, c'est toujours un plaisir. Et si tu ressens le besoin d'être accompagné, je t'accueille à distance ou dans mon cabinet dans la Drôme.
Enfin, n'oublions pas ceci les amis, je crois profondément que c'est ensemble, main dans la main, en osant regarder nos douleurs, nos limites et nos silences, que nous pourrons élever une nouvelle génération, des enfants, des jeunes adultes, plus libres dans leur rapport au corps, plus à l'aise avec leurs émotions, plus sereins dans leurs relations. Je crois qu'ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus doux, pas parfait, mais plus lucide, plus aimant, plus humain. Alors, si c'est ton objectif aussi, abonne-toi à ce podcast et rejoins-moi dans cette aventure. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. Nouveau sujet, nouveau souffle, nouveau pas vers soi. D'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.